I like fantasy, seems like you like my melody. And I enjoy the holiday, but you chill on media today. I know what it's like, I know. Bien sûr. Alors, les jaquets, bien sûr. Tout à fait. Mais encore une fois, j'ai quand même ce petit pincement qui me dit qu'on pourrait faire mieux. Toujours. Alors après, on est peut-être passé d'un extrême à l'autre, c'est-à-dire des générations dans les années 80 avec des profils différents et peut-être une orientation, parce qu'on l'a souvent dit, qu'il y avait beaucoup de jeux directs, qu'on privilégiait l'aspect défensif. Mais peut-être que c'est une étape. Peut-être que, et tu vois, d'ailleurs, ouais, le football français qui est en réflexion depuis des années, hein, puisqu'il y a eu. Il y a eu une réflexion sur la formation en Espagne, en Allemagne, enfin, il y a une réflexion, tu vois. Mais à un moment donné, tu ne peux pas partir dans tous les sens non plus. Tu dois, encore une fois, t'adapter au profil de joueur que tu as. Pogba, c'est pas que Xavi, c'est des profils différents. Pas que l'un est meilleur que l'autre, c'est des profils différents. Tu as des joueurs, voilà, en équipe de France qui ont des profils différents, Charles. Bien sûr, mais ce que j'ai envie de souligner aussi, c'est que dans la détection, nos coachs ont toujours excellé. C'est-à-dire, peu de joueurs ont échappé à la détection, comme Valbuena, Ribéry. Mais sinon, on a toujours détecté de bons footballeurs. Et ça, c'est les équipes de jeunes, justement. Il y a eu un vrai travail au niveau des équipes de jeunes qui ont grandi, qui ont été performants. Après, sur le fait qu'on ne soit pas passé à côté de joueurs, ça c'est normal, c'est partout pareil, c'est pas totalement le cas. On est passé à côté de certains joueurs quand même, et notamment les clubs. Tu vois, on parlait d'Alice Sissoko il y a quelques années, qui était à Guignon, personne n'en voulait. Un an après, il est vendu 25 millions par Porto. Enfin, tu vois, même si là on ne parle pas de l'équipe de France, alors il a joué en équipe de France, oui, tout à fait. Mais tu as des joueurs comme Evra, que j'ai côtoyé, qui ne sont pas imposés en France, se sont imposés en Italie et sont revenus. Mais ça, c'est parce qu'il y a tellement de joueurs. Michel Platini lui-même, Charlie, tu te rends compte, Michel Platini, je ne veux pas dire conneries, mais je crois que c'était à Metz. Pourtant, c'est un club, moi j'aime beaucoup ce qu'ils font actuellement, et on en a parlé au niveau de la formation. Mais ils sont passés à travers Michel Platini, tu vois. Il s'est retrouvé à Nancy, et tu vois, son parcours. Enfin, bon, après, tu as le jour J aussi, tu as un certain nombre de choses. Alors, je ne te dis pas que tout est parfait, loin de là. On a ciblé quelques points. Plus de variété au niveau des personnalités des entraîneurs. Pas être fermé sur un schéma ancien joueur, entraîneur, je suis d'accord avec toi. Les formations, je ne comprends pas, à part des raisons économiques, ce changement et ce qui se passe actuellement. Que je ne valide pas non plus. Mais après, sur le reste, voilà, il y a quand même... alors, on avait parlé aussi tu vois, l'entraîneur des gardiens de l'équipe de France, donc Franck Rabiot. J'ai eu la chance de le côtoyer aussi. On a joué ensemble pas longtemps, mais on a joué ensemble. Alors, moi, quand je le vois travailler, tous les échos que j'ai de lui, c'est d'une rigueur, d'un professionnalisme, Charlie. Tu vois, ça, c'est un truc qu'on retrouve quand même dans la plupart des gens, pas tous, c'est comme dans tous les métiers, dans tous les secteurs, tu as des mauvais, oui, ou tu as des moins bons, mais il y a une telle rigueur, un tel travail dans la continuité, un tel sérieux, que tu peux être qu'admiratif. Tu vois, Charlie. Après, on va dire, oui, il est un peu austère, il parle, qu'est-ce qu'on s'en fout, on n'est pas en train de faire du commerce, tu vois. On est en train d'essayer de rendre des gens compétitifs pour gagner des matchs, pour gagner des titres. Tu vois? Donc à un moment donné, c'est... Justement, c'est là qu'il y a quand même la barrière aussi. Tu vois, les titres. Là, tu parles de quoi? Des clubs, de la sélection? Ouais, c'est des clubs, des entraîneurs. Regarde, aujourd'hui, Paris, Marseille, Monaco. Alors c'est le troisième point. C'est vrai qu'on ne s'exporte pas assez. Voilà, pour différentes raisons. Ouais, mais 5, là je t'ai donné 5 clubs. Il y en a 20, sur les 5, il y a des entraîneurs étrangers. Et c'est pas des moindres. Lyon, Paris, Monaco, Marseille. Ouais. Après, moi sur ce sujet-là,
tu sais, parfois, c'est des modes. Tu vois, moi, je suis pas sûr que Pochettino il fasse mieux que s'il y avait Galtier au PSG. Bon, en ce moment. Non mais c'est pas une critique de Pochettino, je te dis juste, je te dis juste que tu as des entraîneurs en France qui auraient fait aussi bien que lui. Tu vois. Après, tu sais, le PSG, c'est beaucoup d'argent, c'est l'image, donc on va prendre des entraîneurs qui ont vécu à l'étranger, qui ont une image. Tu sais, aujourd'hui, on est dans une époque un peu comme ça. Donc, et puis aujourd'hui, tu as les agents, Charlie. Tu sais, les agents aujourd'hui, ils mènent la danse. Donc, en fonction des agents que tu as, donc des réseaux, on est dans des réseaux. D'ailleurs, Van Gaal, je rebondis sur ce que tu viens de dire. Van Gaal a dit il n'y a pas très longtemps que justement l'entraîneur français s'exporte mal parce que justement il n'a pas pris le train en marche et justement ces réseaux-là, il ne les a pas. Donc toi tu penses que c'est. C'est sûr que si tu es entraîneur et que tu as comme agent Mendes et que tu as envie de partir à l'étranger, oui, il va te trouver des clubs, c'est sûr. Parce que tu as des très bons entraîneurs portugais. Alors le nom m'échappe, mais attends. Il y a un entraîneur il y a quelques années qui est arrivé à Nantes, pas contre Cessao, qui est fantastique. Oui, je me rappelle. D'ailleurs, il s'est fait virer, mais comme un mal propre d'ailleurs. Bon, le nom m'échappe, mais ce garçon-là, j'ai rien contre lui, hein, mais partout où il est passé, l'année dernière, il avait Rio Ave, il a pris en cours de route parce qu'ils étaient milieu de tableau, ils sont descendus. Et Mendes lui trouve des clubs tout le temps, tu vois, il est dans un réseau. Je ne te dis pas qu'il est mauvais, je l'ai jamais vu travailler, mais en tout cas, ses résultats ne sont pas bons. Et pourtant, il s'exporte. Pour moi, même si la vérité c'est qu'au bout de 3-4 fois où ça se passe mal, à un moment donné tu as quand même moins de crédit et tu en as des très bons et c'est sûr que mais c'est ce que je te disais tout à l'heure, ça rejoint le côté culturel, tu vois, le portugais par presque nature c'est quelqu'un qui s'exporte, tu vois, dans tous les métiers d'ailleurs. Parce qu'à un moment donné il y avait des limites de possibilités au Portugal, tout simplement. C'est ça, c'est les lois de la nature. Et en France, on est quand même dans un certain confort. Peut-être que les choses vont changer. Là, aujourd'hui, on est à une époque, peut-être que les choses vont évoluer. Mais après, ceux qui ont passé du temps à l'étranger, on a parlé tout à l'heure d'Emilia Rouillet en Angleterre, c'était quand même révolutionnaire à l'époque. Hein. On a parlé de Deschamps, on a parlé de Zidane, il y en a d'autres. C'est quand même des réussites, tu vois. Non, et je ne suis pas sûr que si Galtier, demain, il prend. Mais justement, j'attends. Mais j'attends. D'ailleurs, à Dortmund, oui. Moi, j'attends qu'ils prennent un club à l'étranger pour voir ce que ça va donner. Il ne serait pas moins bon que les autres, j'en suis convaincu. Mais j'aime beaucoup ce coach et j'aime beaucoup sa manière de manager. Après, il faut respecter le fait que peut-être que lui, ce qui l'intéresse, c'est de rester en France. Après, c'est aussi une histoire de vie, de famille, tu vois. Moi, je suis persuadé qu'il avait d'autres possibilités que Nice. Et sans doute à l'étranger d'ailleurs. Tu es champion de France avec Lille. On est obligé de. Tu vois. Regarde contre Cessao. Il a fait un travail exceptionnel à Nantes. Il est arrivé à Porto. Tu sais à quel point je connais l'histoire du FC Porto. Il est arrivé à Porto sur la période la plus difficile depuis le début des années 80. Tu vois, là c'était entre l'aspect économique qui devient difficile aujourd'hui, les résultats, ça faisait 3 ans qu'ils n'étaient pas champions, ce qui est rare au Portugal. Les joueurs qu'il a eu à un moment donné. Alors moi j'adore Moussa Maringa parce que je l'ai eu comme joueur au FC ici, mais c'est sûr que et qu'il y a une évolution incroyable, qu'il y a un joueur, une mentalité exceptionnelle, c'est un garçon fantastique. Mais c'est sûr que à un moment donné, l'attaque de Porto, c'était James Rodriguez, Hulk et Falcao, en pleine forme tous les trois. Tu vois, ils avaient Lucho González, Guarín, et c'était ça l'équipe. À un moment donné, il s'est retrouvé avec une équipe beaucoup moins compétitive, c'était la réalité. Il a réussi, avec les ingrédients d'ailleurs qui correspondent à ce que tu critiques entre guillemets, c'est-à-dire un bloc, un pressing constant, des transitions permanentes, une exigence à la limite tout le temps des joueurs. Il a réussi à être champion, à rendre l'équipe hyper compétitive. Cette année, ils ont 2 matchs nuls en championnat,
c'est une équipe vraiment compétitive quand tu les vois. D'ailleurs, ils se font éliminer par l'Atlético de Madrid, mais vraiment un manque de réussite ce jour-là. Ça fait partie du jeu, mais ils ont des grosses occasions dans le match à 0-0. Il les manque et voilà, ça fait partie du jeu. L'année dernière, ils ont quand même été éliminés de justesse par Chelsea. Tu vois, alors qu'il n'a pas une équipe du niveau de Chelsea. Donc ça, c'est quand même un travail de qualité. Et ce Sergio Conceição, pour en revenir à lui, il y a eu des propositions et il en aura d'autres. Il a préféré rester à Porto une année de plus. Je ne sais pas s'il partira à la fin de la saison. Mais c'est un choix. Tu vois. Donc peut-être que certains entraîneurs aussi en France, pour différentes raisons, font le choix de... Et ça, c'est périodique. Peut-être que dans quelques années, il y aura plein d'entraîneurs français qui partiront. On en verra beaucoup plus. Je ne sais pas. Ça, c'est... Bien sûr. Mais bon. Je sais pas si on a fait le tour, je pense pas. Tu m'as parlé tout à l'heure des modèles, parce que bon, après on a parlé de Capello, de sa phrase, et puis on a coupé. C'est difficile parce que tu prends un peu à chacun, enfin encore une fois, j'ai pas d'identité de jeu. Les années se suivent mais ne se ressemblent pas en fonction des profils des joueurs, encore une fois, du contexte, des objectifs, etc. Mais c'est vrai que j'ai eu la chance de rencontrer, maintenant on le connaît en France de plus en plus, un monsieur qui s'appelle Victor Frade, que j'ai vu il y a 5-6 ans. Je crois qu'on a passé 5 heures à discuter, enfin, il a passé 5 heures à parler. Il a dû boire un café en 5 heures, il était présenté par un ami, j'ai eu cette chance. Pendant qu'on était ensemble, il y a au centre de Porto à l'époque, il y a une personne qui arrivait pour lui dire que Barcelone lui envoyait une invite pour qu'il fasse un colloque en Espagne. Il a dit « Oh, je suis trop vieux pour ça, t'enverras telle personne ». Donc tu vois le niveau du mec. Hein. Et donc sa philosophie, entre guillemets, sa méthodologie d'entraînement plutôt, est ce qu'on appelle la périodisation tactique, tu vois, qui se découvre en France depuis quelques années. D'ailleurs, Casanova à Toulouse l'avait essayé, et je pense que maintenant c'est de plus en plus. Et donc ça repose sur quoi? Ça repose sur une vision globale des entraînements en fonction du projet de jeu que tu as. Tu vois, tu te souviens de l'époque où on faisait une préparation athlétique, tu faisais que de courir, derrière tu faisais un travail technique, puis derrière tu faisais des mises en place et du jeu. Bon. On a compris qu'on n'était pas en athlétisme, tu vois. Quand tu prépares des mecs pour être performants dans 3 mois, peut-être que dans 3 mois, tu en as un qui a été blessé pendant 3 semaines, tu en as 3 autres qui ont été suspendus, tu en as d'autres qui ont été absents en sélection, etc. Donc en fait, tu te retrouves dans 3 mois avec les joueurs qui n'ont pas du tout le même nombre de séances, la même préparation et le même niveau. Un athlète, oui, il a un sprint à faire dans 2 ans aux Jeux Olympiques, il va se préparer pendant 2 ans pour être bon ce jour-là. Mais le foot, c'est chaque semaine par match, tu vois. Donc, tu as une vision, donc la périodisation tactique, on appelle ça des micro-cycles uniques, c'est-à-dire toutes les semaines, c'est comme si c'était la seule semaine de la saison. Alors, tu as une façon de travailler en début de semaine, en milieu de semaine et en fin de semaine. Je te donne des exemples rapides. Hein. Début de semaine, tu sors ton match, c'est sûr que tu vas travailler plus d'espace, tu vas être plus correctif, tu vas être plus dans un échange avec les joueurs. Au milieu de semaine, tu vas créer le volume dont tu as besoin pour le week-end, donc tu vas être dans une intensité max avec très peu de récup, tu vois. Et limite que le joueur il soit submergé, tu vois, son mental il travaille au-delà du physique et de l'intensité donc générale que tu mets dans tes séances d'entraînement. En fin de semaine, tu vas être aussi dans une approche de travail très intense à 100%, mais par contre tu vas être sur des temps de récup très importants, tu vois, parce que tu joues 2 jours après, parce que voilà. Mais à l'intérieur de tout ça, donc ça c'est un aspect plus physique, tu vas travailler chaque séance en fonction de ton projet de jeu. Chaque exercice que tu vas faire, il va y avoir une problématique de jeu en fonction de ton projet de jeu, tu vois. Tout en intégrant donc le physique, la partie technico-tactique, et toujours en rapport avec ton projet de jeu, avec des nuances. C'est un système un peu ouvert, c'est-à-dire si tu as un adversaire, le type de l'adversaire que tu auras dimanche, peut-être que tu vas insister dans la semaine plus sur telle ou telle tendance,
Mais tu vas tout intégrer, tu comprends? Toujours avec le ballon et tout intégrer. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup inspiré, tu vois. Mais après, tu as aussi tes expériences personnelles. Moi, c'est vrai que j'ai commencé à 17 ans à entraîner des jeunes, comme tu sais. D'ailleurs, c'est un message aux jeunes éducateurs aujourd'hui. Et là, j'ai fait une petite critique parce que tout à l'heure, je disais que c'est bien qu'il y ait enfin beaucoup d'éducateurs par rapport au passé. Après, malheureusement, et je pense que c'est sociétal, l'éducateur et l'entraîneur, c'est pas du tout la même chose. D'ailleurs, les mots l'indiquent, hein. Éducateur, voilà, hein, entraîneur, entraîner, donc c'est des séances d'entraînement et entraîner les gens, dynamique, compétition, résultat. Un éducateur doit être là d'abord pour éduquer, pour former, tu vois. Donc il doit avoir une pédagogie adaptée, les résultats doivent être secondaires, il doit avoir une approche de plaisir pour les enfants, même s'il y a des nuances, et on peut critiquer aussi cette approche, on peut apporter des contradictions, mais il doit quand même être dans cette approche-là. Aujourd'hui, je vois beaucoup d'éducateurs qui sont directifs, limite insultants encore aujourd'hui, qui sont dans une approche de résultat. Enfin, il y a encore du boulot, tu vois. Mais après, le problème, c'est que le foot, comme tu sais, c'est le sport le plus populaire. Donc, tu as énormément de gamins, de jeunes qui jouent. Donc, tu n'as pas que des super éducateurs et super entraîneurs. Mais il faut avoir une réflexion là-dessus. Et là, on revient à la problématique que tu as dit tout à l'heure, c'est-à-dire l'aspect humain. La personne à qui tu as affaire, tu vois. C'est bien d'avoir une méthodologie, des critères pour former des éducateurs, des entraîneurs. Mais je pense qu'on doit aussi aller vers le côté humain du mec et puis essayer de trouver une ouverture dans ce sens-là, tu vois. Mais voilà, donc Victor Frade, ça reste une référence, pas que lui, les différents entraîneurs. J'ai eu beaucoup de choses intéressantes, Guardiola, Mourinho, pour citer les étrangers, mais les entraîneurs français évidemment. Voilà, puis après il y a l'expérience personnelle. L'expérience personnelle, c'est aussi certains entraîneurs. Enfin, moi je suis toujours ami et très proche de Noël Tosi, bon, avec qui j'ai eu l'histoire. Au-delà de Lusitanos, de Créteil, il m'a emmené en sélection mauritanienne, donc il m'a fait vivre des choses exceptionnelles. Mais au-delà de ça, il avait une approche très moderne du football. Par exemple, la zone intégrale sur coup de pied arrêté, j'ai découvert ça avec lui. On était tout le temps très dangereux sur coup de pied arrêté. On avait déjà une approche de football, pourtant on avait une équipe qui posait le ballon, qui jouait dans les pieds vers l'avant, mais c'était un jeu rapide vers l'avant. C'était pas garder le ballon pour garder le ballon. Tu vois, tu avais des exemples, c'était tous les contrôles vers l'avant de l'entraînement. Tu vois, pour donner un exemple, c'est-à-dire certains critères que tu mettais en place. Et lui, il m'a marqué parce que c'est un entraîneur qui est varié. Tu vois, et moi, comme je suis un peu. Je dézone un petit peu, tu vois. J'ai d'autres centres d'intérêt, même si le foot, c'est quand même central chez moi, hein, pour les raisons que tu connais. C'est un entraîneur qui m'a marqué. Voilà, et puis il y en a d'autres. Hein, et tu vois, tout à l'heure, on parlait de. Alors, c'est vrai que tu vois, j'ai eu Sylvain Matriciano, je ne sais pas si c'est un ancien gardien de Nancy. J'ai beaucoup apprécié, tu vois, des séances de grande qualité. Bon, le contexte était difficile à l'époque. Mais voilà, tu prends de chaque. À Créteil, tu en as eu un autre, Jean-Michel Cavani. Alors, c'était une personnalité un peu différente. On n'a pas beaucoup échangé, mais pareil, j'ai appris beaucoup de choses, tu vois, par rapport au travail qui t'est proposé. Enfin, je trouve que c'est des coachs de qualité que j'ai eu aussi, qui t'aident à grandir, tu vois. Et là, j'en oublie, et puis je parle pas forcément de ceux que j'ai eu plus jeunes, qui étaient un peu différents, comme je t'ai dit, hein, des papas, mais voilà, l'inspiration est globale. Tu vois. Après, ce qu'il faut, c'est en fonction de ta personnalité, de ta façon d'être aussi. Tu vois, moi, si tu me dis qu'est-ce qu'il faut faire dans un premier temps quand tu arrives, et tu l'as connu avec moi en tant que joueur, c'est créer une dynamique. Charles. Une dynamique, c'est relier le différent, tu vois, tout en gardant le différent. C'est-à-dire, toi, tu allais très vite. Je ne vais pas te demander de
de pas prendre la profondeur, tu vois, mais la dynamique entre les joueurs, entre les gens, créer une osmose. Et c'est pas facile. Tu sais, ça peut se dérégler facilement. Tu sais, un joueur de tennis, il est lui face à l'adversaire, donc il n'y a pas de problème. Son entraîneur, lui, il a un adversaire. Mais une équipe, c'est un ensemble, tu vois. Tu as la vie de tous les jours des mecs, tu vois. Tu as différentes choses qui interviennent. Tu as des joueurs qui sont mieux avec certains, d'autres. Tu vois, parfois on se dit, mais pourquoi ce joueur ne joue pas alors que peut-être parce que le joueur qui joue à sa place fonctionne mieux si c'est un couloir droit par exemple avec ce latéral et ce milieu côté droit. Tu comprends? C'est très complexe. C'est très complexe le football. Et en même temps très simple. En tout cas, par tes paroles, c'est vrai qu'on sent une certaine passion qui fait de ta personne vraiment un être vraiment fascinant. C'est gentil. Franchement, mais pour moi, c'est la base, c'est le minimum. Ah non, autant tu me fascinais quand tu me coachais, autant là, à t'écouter, franchement, c'est gentil. Franchement, c'est un réel plaisir. I like fantasy, seems like you like my melody. And I enjoy the holiday, but you tell me the other day. I know what it's like.